Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission du 30 octobre 2023. J'ai intitulé cette vidéo Le calme avant la tempête. Donc on va faire un tour sur les actus et je vais vous expliquer pourquoi sur les graphiques des marchés crypto, tout simplement. Avant toute chose, on a la map monthly parce qu'on est en fin de mois. Alors j'aurais pu le faire en début de mois de novembre, mais j'ai envie de le faire maintenant. Donc le mois d'octobre qu'on appelle October. J'ai fait des vidéos au début du mois. Ça a bien porté son nom. On sait pas pourquoi, mais donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle, de manière générale, le mois d'octobre, on le surnomme le Uptober dans la crypto, parce qu'en général, les performances des cryptos durant le mois d'octobre sont très très bonnes, et c'est, il me semble, un des meilleurs mois de l'année pour le marché crypto depuis une douzaine d'années. Donc ça c'est la map monthly, on voit des projets qu'on suit bien, Matic, Tao, etc. Globalement, c'est des très bonnes performances. En annuel, on n'est pas encore euh, au top du top. On a Bitcoin, machin, Ethereum pas mal, plus 15, mais on voit bien que c'est en retard, hein. Ethereum plus 15%, Bitcoin plus 70%. On voit qu'il y a eu un cycle traditionnel, c'est d'abord Bitcoin qui a pris toutes les liquidités, et on attend encore le moment où Ethereum va recevoir cet afflux de liquidités, même si là on peut se demander est-ce que ça va vraiment suivre le cycle traditionnel avec les ETF spot Bitcoin. Parce que là c'est déjà Bitcoin qui a reçu toutes les liquidités, et si les ETF spot vont être acceptés, ou quand ils vont être acceptés, il va y encore avoir des liquidités qui vont aller sur Bitcoin et non pas sur Ethereum sur le court terme. Donc en termes annuels, voilà, on a encore pas mal dans le rouge, on n'est toujours pas bien ressorti du bear market, on n'est pas en bull market en tout cas, et c'est grâce à ça qu'on peut le voir, même si là c'est quand même mieux qu'avant, parce qu'il y a quelques mois, même un monthly c'était tout en rouge, donc là on est passé en vert dans le monthly, et on va attendre de passer, ça va venir, hein, dans tout le vert en annuel, et là on pourra définitivement se dire on est sorti du bear market et on a commencé le bull market. Donc voilà pour la map crypto en général. En termes de volume, bon après c'est des volumes de week-end, hein, on est lundi, mais c'est des volumes plutôt bas. On se souvient qu'il y a 7 jours on avait des volumes à 50 milliards de dollars sur Bitcoin, c'était énorme. Il me semble que c'était 20 ou 30 milliards même peut-être sur Ethereum. Voilà, là on va dire on est redevenu à des volumes normaux pour des jours de week-end. Petit tour sur les news. On parle beaucoup de pas mal d'élections en ce moment. On a les élections présidentielles américaines en 2024 qui vont être assez importantes pour l'écosystème crypto en fonction de qui va être élu. Est-ce que c'est un pro-Bitcoin? Est-ce qu'il est vraiment contre le Bitcoin, etc. Et en fait, ce nouveau président, il va simplement installer toute une équipe derrière qui, euh, qui vont être en adéquation avec forcément ses idéologies. Donc s'il est pro-Bitcoin, il va mettre par exemple, on peut penser à la tête de la SEC, euh, parmi tant d'autres, hein, mais à la tête de CC, quelqu'un qui va être en adéquation avec ce que lui pense. Donc s'il y a un pro-Bitcoin qui vient à la tête des États-Unis, Gary Gensler, il est finito. Donc ça va être très important. Les élections les élections présidentielles des États-Unis, il me semble que c'est fin 2024, on va voir, on a encore une petite année. Mais une autre élection qui va être aussi importante. Alors on a aussi parlé pas mal en Argentine. C'était un pro-Bitcoin, mais il est ultra libertariste, il me semble. Faut faire attention avec ce mot, il peut avoir plusieurs définitions. Bref, il est pro-libéral, je pense, c'est comme ça qu'on dit, ça se dit mieux. Il est très très libéral, notamment dans l'écosystème crypto aussi. Donc il est pour favoriser l'adoption de la crypto-monnaie, il n'est pas là pour mettre des régulations qui vont être embêtantes pour l'évolution de la crypto, donc c'est bon signe en Argentine. Et on a finalement le Salvador. Le Salvador, ça va être important parce que à sa tête, c'est Nayib Bukele qui est très connu de l'écosystème crypto, il est très affluent. Pourquoi? Tout simplement depuis qu'il est arrivé en 2019, il me semble, il était absolument fan du Bitcoin et il a adopté le Bitcoin comme monnaie légale dans son pays. Il veut installer des fermes de minage au pied des volcans de son pays, etc. Il veut développer la Bitcoin City, je sais pas si c'est ça le nom, mais quelque chose comme ça, voilà, une ville où vraiment construite sur le Bitcoin. Carrément, il veut créer une ville, c'est fou. Donc Monsieur Bukele. Et donc dans la constitution du Salvador, il n'était pas possible de se représenter aux élections présidentielles, mais ça a été voté au Congrès, donc je sais pas comment ça se passe là-bas, leur, euh, leur loi, etc. Mais ça a été rendu possible, on va dire, malgré leur constitution, ça a été rendu possible le fait de pouvoir se représenter. Donc évidemment, lui va se représenter,
Et là-bas, c'est devenu une superstar, hein, parce qu'il a relevé le pays, il a vraiment tué la criminalité là-bas, il a pris tous les membres de gang, il les a mis dans une prison, c'est des conditions infernales. Vraiment, il a repris son pays en main. Et aussi, du côté financier, il a remis son pays sur pied, puisqu'il a remboursé en début d'année 2023 plus de 800 millions de dettes, 800 millions de dollars de dettes américains, alors que très peu de personnes y croyaient. Simplement, lorsqu'il a pris ses paris 2021-2022 d'aller full Bitcoin, tout le monde le prenait pour un fou, parce que forcément c'était le premier. Mais là, on voit que ça paye, parce qu'il a été à jour sur sa dette, la qualité de sa dette s'est bien améliorée, les investisseurs ont bien plus confiance dans la dette de son pays qu'avant. Donc on voit ça par les prix des obligations de son gouvernement qui augmentent. Et on voit ici que le Salvador pourrait devenir le Singapour des Amériques grâce, en partie, on va dire, au Bitcoin. Parce que quand même, le Bitcoin, ça prend beaucoup de place dans l'histoire de ce pays actuel, hein. C'est vraiment un gros pari qu'il a fait. Donc il y a aussi la criminalité, etc. Mais le côté financier, le côté investissement du Bitcoin, le côté monnaie légale, ça prend beaucoup de place dans l'identité de son pays, on va dire. Et en vrai, ça pourrait devenir le Singapour des Amériques, de l'Amérique latine. Pourquoi pas? J'ai envie d'y croire. Et même, c'est probable en vrai. Parce que là-bas, il y a pas mal de pays développés, de pays en voie de développement, pas mal de pays des BRICS, etc. Et il n'y a pas de vraie place financière comme, comme le Singapour, on va dire. Et le Salvador, ça pourrait très bien l'être. C'est ce monsieur qui a... Je pense que c'est une idée qui est un peu quand même représentée par pas mal de monde, mais lui, il a mis point par point ce qui ferait que ça pourrait devenir le nouveau Singapour. Il a fait un comparatif avec les États-Unis, mais il n'y a pas les drogues des États-Unis, je sais pas si vous avez vu, mais dans les rues des États-Unis, dans certaines villes des États-Unis, c'est absolument délirant, et tout le monde est par terre, et bref, ça fait... Les drogues dures font beaucoup de mal aux États-Unis quand même. Il n'y a pas de shootings, etc. Et c'est devenu... Il y a très peu de criminalité, parce qu'ils sont devenus très très stricts par rapport à ça. Et c'est aussi un endroit où il y fait bon vivre. Bah, bon café, bon voilà. Bon café, mais du bon temps, des bonnes plages, etc. C'est pas très cher. Donc lui, il prône l'immigration et le fait que pas mal de capitaux peuvent se déployer au Salvador. Et par exemple, des gestionnaires de fonds, des fonds d'investissement, etc. Ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir aller se développer au Salvador. C'est une fiscalité qui reste intéressante et tirer le pays vers le haut. Tout simplement, si on attire des fonds étrangers dans le pays, ça va tirer le pays vers le haut. Et ils pourront peut-être devenir le Singapour des Amériques. En tout cas, je leur souhaite. Et probablement que dans 1 ou 2 ans, lorsque le Bitcoin il vaudra 50, 70, 100 000 dollars, le Salvador aura encore une meilleure image vis-à-vis sur la scène internationale. Et ça arrive vite, c'est que dans 1 ou 2 ans. Voilà pour le Salvador. Maintenant, on passe sur le côté intelligence artificielle, qui, moi, c'est vraiment la thématique principale, je pense, du prochain bull run. Comme pas mal de monde, hein, je n'invente pas la roue. Mais voilà, c'est de ce côté-là que je me range. En 2021, il y a eu les NFT, le gaming, etc. Pour ce bull run-là, moi je pense que c'est l'intelligence artificielle. Et on a OpenAI qui veut étudier les risques de l'intelligence artificielle pour l'humanité. Alors OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, moi ce que j'en pense, c'est déjà rien que dans leur nom, là je le surligne, donc ça m'a fait penser à ça, c'est clairement très hypocrite comme entreprise, qui en gros l'objectif de base c'était de rendre l'intelligence artificielle ouverte, OpenAI, très simplement. Et à la base c'était une société à but non lucratif. Non lucratif. Donc en gros, c'était une entreprise qui n'était pas faite pour faire du profit, mais qui était faite pour voilà, rendre l'intelligence artificielle ouverte à tous, etc., démocratiser l'intelligence artificielle et que tout le monde en profite. Ça a bien changé depuis, parce que Elon Musk avait investi à la base, à la genèse de cette entreprise, lorsqu'elle voulait voilà, développer l'intelligence artificielle, etc. Mais depuis, c'est devenu une société à but lucratif, qui gagne beaucoup d'argent, et qui est absolument fermée. Donc c'est tout le contraire de ce pourquoi elle a levé des fonds à la base et de l'idée initiale du projet. C'est devenu tout le contraire. Et là, ils veulent étudier les risques dans l'intelligence artificielle pour l'humanité. Je trouve ça hypocrite, pourquoi? Parce que si c'était vraiment leur objectif, c'est très simple. Ils auraient juste besoin de rendre leur code open source. Si tu rends ton code open source, en fait, il n'y a pas plus secure comme le Bitcoin. C'est, on va dire, le précurseur de cette mode, entre guillemets. Mais si tu rends ton code open source, bah, des gens du monde entier vont étudier ton code et vont aller chercher des failles. Et en fait, le marché
va décider de si oui ou non c'est dangereux, il va décider de ce qu'il faut faire ou pas pour réguler ton produit. Et donc, s'ils voulaient vraiment faire ça, ils auraient qu'à ouvrir leur code au monde entier. Et c'est évidemment ce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, etc. Donc là, c'est ridicule quoi, ils ont monté une équipe chargée d'évaluer les dangers de l'IA. C'est une équipe dans l'entreprise, ça ne veut rien dire. Si l'équipe trouve A, un résultat A, et que c'est contre l'intérêt de l'entreprise, et ben l'entreprise va juste dire à l'équipe, ok, bah vous ne dites pas ce que vous avez trouvé A, mais vous allez orienter vos recherches vers la réponse qui nous intéresse, la réponse B. Et à la fin, devant le monde entier, bah, l'équipe chargée d'évaluer le danger de l'intelligence artificielle va dire, ok, bah nous on a fait des études et ça trouve B. Alors qu'à l'initial, c'était pas du tout ça. Donc en vrai, pour moi, ça n'aura aucun sens. Les réponses et les studies que cette équipe va trouver n'auront que très peu de poids, parce qu'on peut très facilement se douter que si ça va à l'encontre de l'entreprise, et bah cette équipe ne va tout simplement pas publier ses trouvailles. C'est logique. Et autre nouvelle qui est assez importante quand même, qui n'est pas reliée aux autres, mais c'est Kraken qui se prépare à suspendre les transactions du SDT et de DAI, Wrapped Bitcoin, Wrapped Ethereum et Wrapped Axelar, j'imagine. Je ne sais pas. Au Canada, donc le Canada, ils ont fait passer durant, on va dire, cette dernière année, pas mal de régulations très contraignantes sur les crypto-monnaies. Donc là, Kraken, qui est un exchange top tier, hein, qui suspend les transactions du USDT, c'est quand même gros, parce que tout se fait via l'USDT. USDT volume 23 milliards, et le deuxième stablecoin, le USDT, on est qu'à 3 milliards. Donc c'est vraiment pas la même sorte de grandeur. Et suspendre les transactions du USDT, ça va impacter le marché. Donc force à nos amis canadiens, aller sur d'autres exchanges, etc. Mais je sais pas comment vous allez faire. Surtout que moi j'aime bien Kraken. C'était mon premier exchange et c'est celui que j'utilise pour les fonds lorsque je dépose des euros, etc. Donc j'aime beaucoup Kraken. Maintenant un petit tour sur Twitter. Alors ça c'est lié à ce dont on a parlé sur l'intelligence artificielle. Mais je vais faire un petit point d'abord sur ça. C'est Khan Academy qui a tweeté. À son époque en MIT, Guy Gensler ne trouvait pas logique le fait qu'il n'y ait aucun ETF spot Bitcoin alors que les ETF futurs existent. Donc on voit que c'est très très loin de ce qu'il prône aujourd'hui. Je vais vous faire écouter, je ne sais pas si vous allez entendre, on va voir. Bitcoin futures and I think Ethereum futures and so forth will exist, and Bitcoin ETFs have not, and that feels a little inconsistent to me. As an observer, and I'm now in academia, but it feels a little inconsistent, even though the laws aren't exactly the same, they're quite similar. Donc là, clairement, il est clairement pro-crypto, quoi. Avant qu'il soit à la tête de la SEC, je sais pas si vous avez entendu ou si vous parlez anglais ou quoi que ce soit, mais il dit clairement, je trouve ça bête qu'il n'y ait toujours pas eu des ETF spot, alors qu'on a déjà eu des ETF futurs qui ont été acceptés, mais il dit même si les lois ne sont pas exactement pareilles entre les futurs et les spots, ça reste très semblable, et ça me semble inconvéniente que les ETF spot ne soient toujours pas arrivés sur le marché. Donc c'est un peu ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Il s'y connaît très bien en Bitcoin, il sait très bien ce que c'est le Bitcoin, il s'y connaît bien en crypto-monnaie. Et là, il apparaît vraiment comme une marionnette de on ne sait pas qui, qu'on manipule simplement pour faire mal au marché crypto. Parce qu'il sait très bien ce que c'est les marchés des crypto-monnaies. Là, on le voit avant qu'il soit à la tête de la SEC, il est favorable à l'adoption de la crypto-monnaie, il est favorable au fait qu'on mette en place un ETF spot. Et là, aujourd'hui, c'est le plus grand ennemi. C'est le plus grand ennemi des crypto-monnaies, donc c'est très bizarre. Donc ça c'est très choquant à voir comme vidéo, hein. Mais voilà. Donc deuxième tweet important, c'est de Yann LeCun, je sais pas comment on prononce en français, qui travaille chez Meta, et c'est tout simplement le chef, c'est le rechercheur en chef de l'intelligence artificielle chez Facebook. Donc Facebook qui est une GAFAM, hein, bref, il sait de quoi il parle, l'intelligence artificielle, il sait de quoi il parle. Et il me semble aussi que ça a été il a créé quelque chose pour le protocole d'Internet, et c'est pour ça qu'il est connu. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que c'est une personnalité qui est importante, qui sait de quoi elle parle, et qui est aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Et je peux pas le traduire pour vous, ceux qui parlent pas français, non. Bon. Donc on va traduire. Alors, vu qu'il y a beaucoup de scénarios catastrophiques à cause de l'intelligence artificielle dans les films de science-fiction, laisse-moi vous poser cette question. Est-ce que le Skynet, donc le Skynet c'était l'intelligence artificielle dans Terminator, est-ce que le Skynet dans Terminator aurait pu prendre la main et tuer tout le monde, on va dire,
si le Skynet avait été open source depuis le début. Donc clairement il dit, dans tous les scénarios de films, etc., où l'intelligence artificielle prend la main et domine l'homme, ça ne serait pas arrivé si, dès le début, tous les protocoles avaient été open source. Donc c'est vrai, donc en gros il prône le fait que nos intelligences artificielles d'aujourd'hui soient open source. Et Elon Musk a répondu good question, donc en gros, oui je suis d'accord avec toi quoi. Donc ça c'est encore une fois très différent de ça. L'idée est la même, hein. L'idée est bonne, l'idée est la même, c'est OpenAI. Open source AI, ils auraient pu mettre, c'est pareil. Donc eux, ils sont changés, ils ont viré de bord, comme on l'a vu tout à l'heure. L'idée est la même, l'idée c'est la bonne. Moi je pense que c'est la bonne idée. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un projet, un consensus qui fait ça, c'est Tao Bitensor. Évidemment. Et donc, ça me pousse dans le fait, et tous les jours on voit des exemples. C'est des gens, on va dire, de la finance traditionnelle, des gens qui sont très importants, qui savent de quoi ils parlent dans l'intelligence artificielle, etc., qui parlent sans cesse de Bitensor sans connaître l'existence de Bitensor. Et c'est flagrant. Et lorsque tous ces gens vont s'en rendre compte, on va avoir des gens très importants comme ça qui vont défendre Bitensor et qui vont se rendre compte de la révolution que c'est. Et ça va arriver. Donc c'est l'adoption, ça va arriver. Et voilà, donc beaucoup de personnes très influentes parlent de Bitensor sans y connaître. Et donc ça me réconforte dans le fait que je pense qu'aujourd'hui, même si on a connu des hausses fulgurantes de 30% depuis les $50, mais Tao n'est pas pricé à sa juste valeur. Parce que le monde n'est pas encore au courant de ce que c'est. Voilà, des gens très importants dans l'IA veulent une IA open source, ils savent pas que ça existe déjà avec Bitensor. Donc voilà, donc maintenant qu'on est sur les graphiques, on va faire un petit tour rapide, parce qu'il y a vraiment pas trop de choses à dire depuis le début, hein, je fais des vidéos ici, donc on n'a pas trop bougé. Donc voilà, là on a explosé, on est repassé en scénario bullish, parce qu'on est au-dessus des $32 000. Pour moi, au-dessus de ce support, on est bullish, en dessous on est zone d'accumulation slash bearish. Donc là on a pump, on est venu se casser les dents sur cette résistance. Il fallait bien que quelque chose nous arrête au bout d'un temps. Et là on est en train de consolider sur cette résistance normale. Moi je prône une digestion du marché, qu'on vienne soit sur ce support là, soit sur les 30 000, peut-être même 28 000, on va voir. Mais je pense qu'on va aller digérer toutes les hausses qu'on a faites tout simplement. Et là c'est une consolidation simple avant de revenir à la baisse. Voilà pour Bitcoin, voilà sur le RSI, on voit qu'on chauffe en weekly, on est au niveau des 70, c'est un peu trop élevé. On va voir. Et donc c'est pour ça que voilà, le nom de la vidéo c'est le camel dans la tempête. Je pense qu'on va se calmer avant l'approbation des ETF spot. Donc ça va être le prochain gros mouvement sur les marchés crypto. Ça va être lorsque les ETF spot vont être acceptés. Donc ça peut prendre quelques semaines, même sans doute quelques mois. J'espère que ça prendra quelques mois, comme ça ira, ce sera proche du halving. Et ce sera plus simple à prévoir, on va dire, pour le prochain bull run. Ethereum, donc on a vu au début qui est en retard par rapport à Bitcoin, même si là on est en train d'évoluer actuellement au-dessus de notre résistance. Il est quand même moins pump que Bitcoin par rapport au début d'année. Moi j'ai mon ordre de vente, de mon gros trade qui est ici. J'espère qu'on va venir le toucher à 1900. Si on n'arrive pas, je le baisserai un petit peu et j'accepterai la perte qui sera autour des 500 $. Voilà. Tao, incroyable. Tao, on est à 80 $, on ne fait que monter. Pareil comme Bitcoin, j'ai envie de dire, je pense que j'ai envie que on vienne digérer toute cette hausse, que ce soit plus sain, etc. Mais là, au vu des volumes, c'était vraiment un gros mouvement. Et comme vous voyez, en long terme, on fait un magnifique W. Hop là. Mais pour faire un W, il faut vraiment péter cette résistance-là et faire comme ici. Et vraiment avoir encore une bougie de volume très haute. Et ensuite pullback sur la résistance, enfin, sur la neckline. Et comme c'est tout simplement une crypto qui est moins capitalisée que le Bitcoin, etc., ça suit moins le marché. Et donc un afflux de liquidité, on va dire entre guillemets mineur sur le Tao, peut faire des mouvements qui sont énormes. Donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de swinger sur le Tao, je ne vends rien, je ne fais qu'accumuler pour l'instant. Je voulais passer aussi quelques altcoins. On a Matic qui est magnifiquement sorti de son range, qui dure depuis longtemps, pour faire un pullback sur ce support, sur cette résistance devenue support, pardon. Et la prochaine target c'est celle-là. Ça représente une Matic qui est en bonne santé actuellement. Et ça fait plaisir de voir que certains altcoins sont en forme aussi. On a Chainlink, comme d'habitude, qui a pété son range interminable. Alors, c'était le range le plus long des altcoins. Et qui là représente encore de la force acheteuse. Donc on a des pics de volume énormes. Moi j'ai vendu ici, j'ai mis un ordre d'achat ici, mais franchement là je commence de plus en plus à douter
sur le fait qu'on aille voir dans le court terme cette zone. The Graph qui est en train de sortir de son triangle descendant. La target, c'est simplement le x2. J'ai calculé tout à l'heure, c'est un x2. C'est le même niveau que février de cette année. Donc ça fait plaisir de voir ça. On a parlé encore une fois des beaux volumes, etc. C'est très intéressant. Et on a le dernier alcool que je voulais passer aujourd'hui, le CKB, qui était sur son support très long terme, qui se faisait supporter, etc. Il n'arrivait pas à passer en dessous. Et là, il est en train de sortir. Pareil, encore une fois, comme à chaque fois. Hein. Lorsque le prix évolue, par exemple, le prix évolue sous une résistance, lorsqu'on pète, il faut des volumes, il faut une vraie bougie, une vraie bougie de cassure. Et ensuite, dans la plupart des cas, on va venir faire un pullback qui va confirmer ce mouvement. Et c'est ici qu'on rentre pour repartir à la hausse. C'est comme ça que ça se passe de manière générale. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Un pullback, ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, sur les cryptos, on a vu le Bitcoin, les Ethereum, quelques altcoins qui sont intéressantes à voir. Il y en a aussi d'autres, mais bon, rien de trop fou. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour des dossiers ou des vidéos d'actu. Ciao.